Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous ici sur Télésud pour un nouveau numéro de Comment va la santé? Alors aujourd'hui, le thème que nous avons décidé d'aborder, eh bien, c'est le diabète. Il faut savoir qu'en France, près de 4 millions de personnes sont diabétiques. Dans les années 80, notamment 1980, on comptait environ 100 millions de diabétiques. En 2014, selon la Fédération internationale du diabète, nous avions atteint 422 millions de diabétiques. Progression très inquiétante qui serait liée bien sûr à l'évolution des modes de vie et notamment de l'alimentation. Alors aujourd'hui, on en parle avec notre docteur Aounto Chapsoul. Docteur, bienvenue à vous. Alors moi, ce que je souhaite vous poser comme question, c'est que il semblerait que 50% de la population serait diabétique et l'ignorait. Comment cela est-il possible? Bonjour Aïssa à tous. C'est possible parce que quand on a un diabète de type 2, on fera la différence tout à l'heure entre le type 1 et le type 2. Quand on a un diabète de type 2, c'est une évolution lente, c'est une pathologie qui va évoluer pendant 10-12 ans sans qu'il y ait des signes de grande gravité et vous pouvez passer à côté du diagnostic. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de la prévention. Nos téléspectateurs vont savoir comment se prévenir du diabète et les personnes qui ont déjà un diabète de type 2 vont pouvoir éviter les complications. Voilà, l'objectif de cette émission, vous donner le maximum d'informations concernant le diabète, comment le prévenir, comment le contrôler si vous êtes atteint du diabète. Eh bien, on en parle ici dans votre émission « Comment va la santé ?» Alors, nous avons bien sûr un invité du jour, une invitée du jour que l'on accueille tout de suite. Alexandra Ression, bienvenue à vous. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous êtes co-autrice du livre L'assiette anti-diabète, paru aux éditions Hachette Cuisine. Alors encore une fois, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Alors, vous êtes une personne sur le terrain, hein, vous côtoyez beaucoup de diabétiques. Alors, est-ce que vous remarquez une certaine prise de conscience de la part de cette population ? Oui, on observe effectivement une prise de conscience assez importante depuis quelque temps parce que les patients se posent la question comment mieux manger, comment bien manger pour ne pas être malade. D'accord. Alors, on en parle plus en détail dans un instant, mais tout de suite, place au premier micro-trottoir de cette émission. Vous le savez, c'est une émission très interactive. Nous allons à votre rencontre. Allez, c'est parti pour les 2 premières questions. Que savez-vous du diabète? Le diabète, C'est une maladie grave. On peut se faire amputer des membres, il me semble, si c'est trop important. Et c'est lié au sucre. C'est tout ce que je sais. est une maladie invalidante liée au taux de sucre dans le sang, voilà, en gros, quoi. C'est ce que je peux vous dire. Je sais pas grand-chose du diabète, juste que c'est en rapport avec le sucre et l'alimentation trop grasse peut-être. Le diabète, c'est héréditaire et puis la malbouffe, il faut faire très attention à ce qu'on mange. Savez-vous comment devient-on diabétique? Pas du tout. En mangeant beaucoup de sucre et, je sais pas, en mangeant n'importe quoi? Oui, en consommant plus de sucre ou plus de sel dans les aliments. Non, franchement, je ne peux pas vous dire. En passant par la consommation assez élevée de tout ce qui est sucré. Il y a des aliments sucrés, des gâteaux, des bonbons et tout. Ça peut être héréditaire ou ça peut être par excès de sucre, enfin quand on en mange plus. Une mauvaise alimentation et pas beaucoup d'efforts physiques. Je sais que c'est génétique et après pour le reste, je ne sais pas. Merci à tous les interviewés. Merci bien sûr à Salah Eddine Gakou pour ce micro-trottoir. Alors, les réponses plutôt pas mal, je dirais. Plutôt très bien même. D'accord, eh bien voilà, bonne note. Alors, répondons à la question. Qu'est-ce que le diabète? Alors, le diabète, c'est un défaut de l'organisme de l'utilisation de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui va permettre la pénétration du sucre dans les cellules. Le sucre, c'est l'énergie pour le corps. Simplement, quand il y a trop de sucre, quand on consomme mal son insuline, le sucre reste dans le sang et il peut y avoir des dégâts au long cours. Alors, il y a 2 sortes de diabète. Il y a les diabétiques
qui n'ont plus du tout d'insuline. Ce sont souvent des diabétiques jeunes, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. Et puis il y a celui dont on va parler aujourd'hui, celui que l'on peut éviter, le diabète de type 2, où là on a une résistance à l'insuline, c'est-à-dire qu'on a mangé tellement de sucre que les cellules ne reconnaissent plus réellement bien l'insuline et le sucre reste dans le sang. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce diabète, on peut l'éviter. D'accord. Quels sont les profils que vous recevez? Plutôt le type 1, le type 2? Alors, c'est majoritairement des diabétiques de type 2, puisqu'effectivement, on peut beaucoup l'éviter grâce à l'alimentation. On peut aussi, si on est au tout début du diabète de type 2, s'en débarrasser. Donc, c'est très important en rééquilibrant son alimentation. Très important, effectivement. Dans le micro-trottoir, on a souvent parlé d'hérédité. Est-ce que le diabète est héréditaire? Alors, il y a probablement une part d'hérédité dans le diabète, mais dans le diabète de type 2, c'est surtout le manque d'activité physique. Et là, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique. Il ne faut pas rester toute la journée devant son écran. Et puis, l'alimentation trop grasse, trop sucrée. Très bien. J'espère que vous prenez note. Des informations très importantes vont être divulguées ici sur le plateau de cette émission. Allez, première interview avec Jean-Pierre Riveline, diabétologue à l'hôpital Lariboisière. Notre métier de diabétologue recouvre plusieurs catégories de patients. On a des patients qui malheureusement arrivent alors qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le diabète et les complications sont déjà là. Et donc là, on peut agir en normalisant la glycémie, en donnant des conseils de vie aux patients et en traitant les complications. Et on arrive à stopper l'évolution en essayant d'avoir le moins de dégâts possible. Il est très important de savoir qu'on est diabétique parce que si l'on ne le sait pas, silencieusement, le fait d'avoir trop de sucre dans le sang, c'est-à-dire d'avoir une hyperglycémie, occasionne les complications du diabète et ceci de manière silencieuse. Pour savoir qu'on est diabétique, il faut faire un examen très simple, c'est faire un dosage de la glycémie, c'est-à-dire de mesurer au laboratoire la concentration de sucre dans le sang. On est diabétique lorsque la glycémie dépasse 1,26 g par litre à jeun et à 2 reprises. Le fait d'avoir trop soif et d'aller trop uriner, même la nuit, ça s'appelle un syndrome polyuropolydipsique et on peut également observer un amaigrissement non expliqué par un régime. Eh bien, ces symptômes-là doivent faire rechercher un diabète. De manière silencieuse et en plusieurs années, et pas dans l'immédiat, les patients diabétiques sont à risque d'avoir à la fois une atteinte des yeux, une cécité, une insuffisance rénale terminale, un infarctus du myocarde et une atteinte des pieds, voire une amputation. Ça nous dresse un tableau dramatique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter ces complications en dépistant la maladie, en traitant le diabète, en obtenant un bon équilibre glycémique avec une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière, qui est le premier traitement du diabète et de la prévention du diabète, des médicaments ou des injections d'insuline. On a une batterie thérapeutique qui permet de normaliser l'équilibre glycémique et de prévenir l'apparition de ces complications dramatiques. Ça fait peur. Donc c'est une maladie à ne pas prendre à la légère. Surtout pas. Surtout pas. Alors on peut rappeler rapidement pour nos téléspectateurs quels sont les symptômes qui doivent nous alerter. Vraiment, on répète. Alors, c'était très bien dit dans le reportage. Le professeur Evelyne a parlé effectivement du syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire on boit trop souvent, on fait trop souvent pipi. Ça, c'est un premier signe. Et puis, il y a l'amaigrissement. Mais dans le diabète de type 2, il y a aussi l'obésité, la prise de poids. C'est plus fréquent dans le diabète de type 2. La prise de poids, c'est quand même un élément qui est important et qui est à surveiller. Donc, je suppose que vos patients sont principalement en obésité. En surpoids ? Oui, en surpoids, en obésité, effectivement, c'est un des facteurs principaux pour déclarer un diabète ensuite. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que pour éviter d'avoir un diabète, pour le prévenir, il faut adopter une bonne hygiène de vie, donc notamment effectivement une activité physique régulière. Et ça ne veut pas dire faire du sport, ça veut dire simplement de bouger, donc de marcher régulièrement. Tout à fait, on va en parler dans un instant, c'est très important. Et puis d'adopter donc une bonne alimentation. Et bien sûr, vous êtes là pour ça. C'est ça. Vous allez nous aider. Alors, on va faire peur, mais c'est important de faire peur pour sensibiliser.
quelles sont les conséquences à court terme et à long terme? Sont difficiles pour le diabète. Le diabète va attaquer les vaisseaux, d'abord les petits et puis les gros. Quand il attaque les petits vaisseaux, on peut devenir aveugle. On va avoir des troubles de la circulation, par exemple au niveau des doigts, au niveau des orteils, qui peuvent aller jusqu'à l'amputation. On va avoir une insuffisance rénale qui peut vous conduire à la dialyse. C'est quand même quelque chose de très important. Et puis, il y a toutes les complications cardiovasculaires avec l'hypertension, l'infarctus du myocarde. Et c'est vraiment très difficile quand on a un diabète au stade terminal. Mais rassurons-nous quand même, tout cela, on peut l'éviter. On peut l'éviter, bien sûr, à retenir. Allez, on continue cette émission en compagnie de Alexandra Ression et bien sûr de Dr Aounto Chapsoul. Alors, place au deuxième micro-trottoir de cette émission. 2 questions vous ont encore été posées. Avez-vous été aussi bon élève? Voyons ça tout de suite. Quel est le lien entre activité physique et diabète? Le lien entre activité physique et diabète, il n'y a pas de lien en fait. Je pense que pas assez d'activité physique justement peut être exposé au diabète. Si on peut éliminer le sucre dans le sang en faisant du sport, je ne sais pas, c'est peut-être ça, le lien qu'il peut y avoir. Si on ne fait pas d'activité physique, je pense qu'on est quand même exposé un tout petit peu. L'activité physique est très importante pour éviter le diabète parce que ça nous permet de libérer certaines toxines. Le sport peut permettre de réguler le sang, donc de diminuer les risques d'attraper le diabète. C'est peut-être un peu plus compliqué, non? Quand on est diabétique, de faire du sport peut-être. Que faites-vous pour bouger plus au quotidien? Moi, je fais du sport personnellement. Je fais du foot après, je sais pas. De base, je fais du sport, je cours beaucoup, je fais du basket, donc ça me permet quand même d'avoir un rythme cardiaque plus régulé. Et voilà quoi. Moi, je fais la marche, je marche beaucoup. Ouais, je fais beaucoup de courses et je les fais souvent à pied. Je vais à la gare à pied, je vais chez mon dentiste à pied. J'essaie de beaucoup marcher, tout simplement. C'est vrai qu'avec la flamme aussi, des fois, on n'arrive pas à aller à la salle de sport, mais je pense que marcher, c'est le sport le plus recommandé en fait. Même les médecins, ils recommandent la marche. De la marche, je fais mes courses à pied aussi, et voilà. La marche, pas quotidiennement, de temps en temps. Je fais de la marche. Quand je prends les escaliers, je les prends 2 par 2. C'est aussi bête que ça. Et puis le matin, j'essaye juste de bien respirer, de bien m'étirer. C'est le minimum syndical, quoi. Bon, on continue. Très, très bon. Oui, très, très bon, effectivement. Alors, je me tourne vers vous. Est-ce que vos patients ont vraiment conscience de l'importance de l'activité physique sur le diabète? Est-ce que le lien la corrélation entre diabète et activité physique est réellement fait? Alors malheureusement, non, pas assez. Pas assez à mon goût, et c'est vrai qu'on est obligé de le rappeler systématiquement. Et comme l'a dit la dame très bien dans le reportage, c'est qu'il suffit simplement d'aller faire ses courses à pied, de ne pas prendre le métro, de descendre une station à la limite avant si on va très loin, de marcher en fait quotidiennement sans pour autant faire du sport. Exactement. C'est important de faire la distinction entre sport et activité physique. On ne peut ne pas être sportif, mais faire de l'activité physique, à savoir monter les escaliers, marcher. Oui, on peut féliciter quand même les personnes qui font du sport également. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas faire du sport du tout, le fait de juste se déplacer à pied, à vélo, de bouger, de prendre l'air en fait, tout simplement. Faire le ménage, des actions quotidiennes. Faire le ménage, aussi, voilà. L'OMS recommande 2h30 à peu près d'activité par semaine, mais ça peut même se faire par tranche de 10 minutes. Par exemple, les personnes qui habitent en région parisienne, si vous prenez le bus ou le métro, pour aller travailler, vous descendez une station ou 2 stations avant, tous les jours. Ça vous permet de marcher, d'avoir un temps de marche régulier tous les jours. Très bien. Allez, on va lancer une petite vidéo, diabète et activité physique. Vous allez voir l'importance. Ah, ça y est, le match va commencer. Oh là, je suis crevé, moi. Mais t'as pourtant pas bougé de la journée. Le sport, ça se regarde, mais ça peut se pratiquer aussi. Oh, et tu vas pas recommencer avec ton sport. L'activité physique, ça n'est pas que le jeu organisé ou la compétition. Cela correspond à tous les mouvements du corps produits par la contraction des muscles qui augmentent la dépense d'énergie. La marche est l'activité physique de base, praticable partout.
On peut toujours trouver le temps pour marcher, jardiner, danser, bricoler, jouer avec ses enfants. Ouais, je bouge pendant les vacances, non? Je t'ai déjà dit que l'idée est de bouger chaque jour ou presque sans bouleverser ton emploi du temps. Sans frais, sans matériel sophistiqué, sans obligatoirement s'inscrire dans un club. Moi, j'ai pas le temps. Arrête! Il suffit de 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine. Que tu peux faire en une fois ou fractionner. Tu peux pas trouver 3 fois 10 minutes dans une journée pour te bouger un peu. Alors c'est vrai que dit comme ça a l'air plutôt simple, mais qu'en est-il des personnes âgées, par exemple, des personnes en surpoids, qui, même de simples gestes, peuvent être difficiles. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes-là ? Alors, je leur dis encore une fois de marcher le plus possible. On n'a pas une vitesse à avoir lorsqu'on marche. Il suffit vraiment, encore une fois, de prendre l'air. Et c'est vraiment, encore une fois, très, très important de bouger. Alors, ça peut être faire un petit peu de ménage aussi chez soi, hein, ou un petit peu de bricolage, comme on le disait tout à l'heure. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler des enfants. Hein. Je pense Oui, que... et puis, alors juste pour les personnes qui ont une difficulté, une pathologie, il faut savoir que depuis mars 2017, il peut y avoir du sport sur prescription médicale. C'est-à-dire que le médecin traitant peut prescrire du sport et il y a des organismes spécialisés qui vont vous réadapter à l'activité sportive. Alors, l'activité sportive, c'est aussi pour les enfants, parce qu'effectivement, les enfants, c'est dans l'âge jeune qu'on va prévenir l'arrivée du diabète. Donc, il y a bien sûr l'alimentation, mais... L'activité physique, parce que clairement, aujourd'hui, avec tous les jeux qu'il y a, avec Internet, avec, et ainsi de suite, ils sont figés devant la télé ou ces petites machines-là. Voilà. Ils font peu de choses, finalement. Donc, les enfants aussi, il faut qu'ils marchent pour aller à l'école. Il faut leur offrir des ballons, même s'ils ont des jeux vidéo, hein, il ne s'agit pas de les couper de leur époque, mais les enfants doivent pratiquer une activité sportive. Il faut savoir qu'ils ont une capacité d'endurance inférieure de près de 30% par rapport aux enfants des années 60. Très, très bien. Voilà, ce message à tous les parents et bien sûr à vous les enfants qui nous regardez. Alors, on continue tout de suite cette émission avec le volet alimentation. On l'a dit, pour le diabète, pour éviter le diabète ou encore pour contrôler son diabète, il faut certes bouger, mais aussi il faut bien s'alimenter. Allez, qu'est-ce qu'un repas équilibré ? Alors, un repas équilibré, c'est un repas qui contient tous les groupes d'aliments, si je puis parler comme ça. Donc, les groupes d'aliments, vous avez les pains féculents, vous avez les matières grasses, vous avez les viandes, poissons, œufs, vous avez également les produits laitiers, vous avez les fruits et les légumes, très important, et vous avez les boissons. Alors, un repas équilibré va contenir tous ces éléments-là. Et on va rentrer dans les détails. Hein. Je reviens parce que ça m'intéresse énormément. Mais tout de suite, regardons une petite vidéo qui nous vient de la Fédération de diabétologie. Des pâtes à l'eau? T'as rien de plus triste? Arrête, ma petite. On va se faire des tagliatelles aux asperges et fruits de mer avec un petit peu de crème fraîche. D'accord, mais le diabète dans tout ça? Comprends bien que l'alimentation est un moyen d'équilibrer sa glycémie. Les aliments, selon leur rapport nutritionnel, sont divisés en 7 grands groupes qui contiennent diversement des glucides, les sucres, des lipides, les graisses et des protéines, comme la viande ou le poisson. Deuxièmement, aucun groupe n'apporte à lui seul tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Bon, tu m'as parlé des aliments, mais au final, c'est quoi un repas équilibré? Suivre quelques règles simples. S'efforcer à chaque déjeuner et dîner de manger un aliment de chaque groupe. Une crudité, ça peut être un fruit ou un légume cru, une portion de viande ou de poisson ou d'œuf, un accompagnement à base de légumes cuits et ou de féculents, un produit laitier, du pain, de l'eau, et pour garantir l'équilibre, limiter les graisses d'assaisonnement et de cuisson. Voilà, nous avons nos 7 groupes. Alors, qu'as-tu retenu de tout ça? Faire 3 repas par jour et éviter de grignoter, manger tous les jours des aliments appartenant à des familles différentes, limiter les quantités de graisse et limiter la consommation de produits sucrés. Il faut consommer des quantités adaptées à ses besoins énergétiques et respecter ses sensations de satiété. Voilà des informations importantes, on continue, on veut savoir comment bien manger. Alors, construire un équilibre alimentaire. Donc, c'est quoi ? Alors, construire un équilibre alimentaire, on l'a très bien dit dans ce reportage, donc c'est avoir
un aliment de chaque groupe, tout à fait, voilà, qui soit représenté dans votre repas. Donc ça peut être, par exemple, en entrée, une petite salade de crudités comme des carottes râpées, dans laquelle vous mettez une petite vinaigrette à base d'huile, plutôt d'olive ou de noix, de noisettes, ce que vous voulez, ou de colza encore. Et puis ensuite, vous avez une protéine, donc qui sera apportée par les œufs, la viande ou le poisson, accompagnée. Alors, je conseillerais plus d'avoir et des légumes et des féculents, d'avoir les deux dans l'assiette, parce que ça vous permet d'avoir des glucides complexes, hein. Le mot barbare c'est ça, mais ça vous permet d'avoir une glycémie stable grâce aux glucides complexes et grâce aux fibres des légumes qui seront également dans votre assiette. Vous pouvez donner des exemples de féculents, parce que les gens ne savent pas toujours pour ça. les féculents, bien sûr, pour les féculents, vous avez tout ce qui est riz, pâtes, la semoule également. Vous avez également toutes les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les flageolets et toutes les céréales. Hein. Donc vous avez aussi le millet, le sorgho, vous avez également la pomme de terre, la patate douce. Vous avez pas mal de choix finalement pour avoir vos glucides complexes et d'accompagner donc avec des légumes, alors cuits ou crus, peu importe, mais c'est important pour avoir des fibres. Et surtout ça, de ne pas oublier d'avoir une matière grasse, et alors je dirais de préférence plutôt rajouter cru, c'est-à-dire que vous faites tout cuire sans matière grasse et puis après vous rajoutez votre petit filet d'huile d'olive sur l'assiette. Après, si vous l'avez fait cuire, c'est pas très grave non plus. D'accord. Donc vous recommandez vraiment 3 parties, à savoir l'entrée, le plat, le dessert. C'est vraiment recommandé? C'est vraiment recommandé, en tout cas, d'avoir l'entrée et le plat complet. Et après, si vous avez encore faim, vous pouvez manger un petit dessert qui sera à base de fruits et de yaourt, par exemple. Très bien. Mais ça doit coûter cher, en tout cas, ça a l'air de coûter cher. Pour les personnes qui nous regardent, ils vont se dire, bon, j'ai peut-être pas les moyens de faire un si beau repas. Alors non, ça ne coûte pas si cher que ça. On peut très bien manger avec un petit budget. Il suffit déjà de prendre des fruits et légumes de saison. Ça, c'est la première règle parce qu'ils sont moins chers. Et puis, il y a des petites astuces. Si vous allez au marché et que vous allez à la fin du marché, souvent, les commerçants veulent se débarrasser un peu des fruits et légumes. Et donc là, vous pouvez avoir... Voilà, il y a des petites astuces pour avoir moins cher. Et puis, vous pouvez avoir chez vous toujours des boîtes de légumes également. La seule précaution à avoir, c'est effectivement de bien rincer pour enlever l'excès de sel. Hein, donc il faut vider votre boîte de légumes et puis la rincer à l'eau claire. Mais soyons réalistes, mesdames, s'il vous plaît. On travaille, on est assez rapide, assez speed, comme diraient les jeunes. On n'a pas tout le temps, finalement, de s'asseoir et d'avoir ce repas assez... Alors, je pense qu'il faut parfois anticiper un peu certaines choses, c'est-à-dire vous cuisiner pour un peu plus en quantité pour avoir plusieurs repas dans la semaine, ça c'est la première astuce. Et deuxième astuce, si vous achetez des boîtes de conserve, ça reste très abordable. Vous pouvez également avoir des boîtes de conserve de thon, de poisson en fait. Hein, D'accord, mais le sandwich par exemple. Oui. Et ben vous le faites vous-même, par exemple. Oui. Vous prenez un pain un peu spécial avec de la farine noire et puis des graines, et vous vous faites un sandwich. D'accord. Donc, encore une fois, ça paraît vraiment beau sur le papier. Donc, par exemple, si je fais un excès le lundi et le mardi, et, est-ce que je peux me rattraper, me dire, bon, tiens, je vais éviter peut-être tel jour. Est-ce que c'est possible? C'est équilibrable dans la semaine? Évidemment, il n'y a aucun aliment qui est interdit, et même pour un diabétique. Ce qui est important, c'est d'analyser. C'est-à-dire, si vous avez fait un excès un petit peu gras, par exemple, eh bien, vous allez alléger en gras votre repas qui suit. Si vous avez fait un excès un petit peu sucré, eh bien, pareil, vous allégez en fruits et en produits sucrés sur le repas qui suit, tout simplement. D'accord. Donc, pour les diabétiques, voilà, j'ai fait quelques excès lors d'un repas, je peux rééquilibrer ma glycémie en faisant attention au repas qui va suivre en fait. Hein. Donc ça, c'est très important également. Très bien. Alors, on va quand même redire, c'est important de répéter quelques erreurs à ne plus commettre, notamment la consommation. Pour les enfants. Notamment, fruits, je pense que la consommation de boissons sucrées, et surtout dans les personnes qui viennent du Sud ou d'Afrique, on ne boit pas souvent d'alcool, mais on a tendance à boire des boissons sucrées, les sucreries qui vont accompagner les repas. Ce sont des erreurs à éviter parce qu'en fait, c'est des calories et c'est toujours des sucres rapides. Par exemple, les enfants, il faut limiter leur quantité de sucre. C'est-à-dire, si vous leur donnez un jus de fruits le matin,
ça doit être exceptionnel. Il vaut mieux manger une orange que de boire un jus de fruits. Et les D'accord. bonnes habitudes se prennent dans Dès l'enfance. Exactement, c'est pour ça qu'on insiste. On parle du diabète et donc on prévient dès l'enfance. Je suis d'accord et j'appuierais même en disant que souvent on me dit, les patients me disent, mais je lui donne un jus de fruits, donc c'est équilibré. Oui, mais attention, dans le jus de fruits, vous n'avez que le sucre. Donc il est effectivement préférable de manger le fruit où vous avez les fibres et les vitamines. Donc, quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas concernée, je prends du Dernière, light. dernière chose, peut-être les céréales. Oui. Les céréales, pas Du les petit céréales déjeuner. que vous allez faire cuire, mais les céréales du petit déjeuner pour les enfants sont souvent trop sucrées et presque toxiques. Hein. Quand oui. il y a certaines céréales qui sont fourrées avec du chocolat, des choses comme ça, c'est pas conseillé pour les enfants. D'accord, très bien. Donc, je disais tout à l'heure, moi je prends du light, ça va. Alors attention à tout ce qui est light. Ah, donc finalement je suis pas sur le bon chemin. Non. Nous ne validons pas. C'est ça. Non, déjà, tout ce qui est light est souvent chimique, donc il faut faire attention à ça, c'est pas bon pour la santé. Et puis, il faut surtout pas donner l'habitude à votre organisme et à votre cerveau d'avoir cet aspect, ce goût sucré. D'accord. Ça, c'est vraiment un message à mon papa que je fais, parce qu'il a tout le temps ces petites, ces petites dosettes là. Il faut arrêter. C'est pas bon. Non, tous ces produits, l'aspartame, les dérivés, etc., sont des produits qui sont des produits chimiques. Vous habituez votre organisme au goût sucré, et on peut noter un parallélisme entre l'augmentation de ces faux sucres et l'augmentation du diabète de type 2. Là, il vaut mieux s'apprendre, l'apprentissage du sans sucre dès l'enfance est quelque chose de très important. Et en plus, c'est très agréable. Vous allez voir au bout de quelques temps, quand on arrête de prendre plein de sucre, on redécouvre la finesse de certains goûts, de certains cafés, de certains arômes. Et vous allez retrouver des plaisirs et garder une bonne santé. Oui, je vais tester. Je reviendrai vous dire, témoigner sur le plateau. Alors, j'allais rajouter justement, juste pour finir, pour les édulcorants, en fait, votre cerveau, lui, il a le goût sucré, mais il n'a pas les calories qui vont avec, c'est-à-dire l'énergie qui va avec. Donc vous allez avoir tendance à manger plus aussi à cause des édulcorants. Donc attention. Je bois plus de canettes quand je... Allez, maintenant, place au Ramadan. Et oui, vous le savez, nous sommes rentrés dans la période du Ramadan, donc ce fameux mois saint pour les musulmans. Alors, nous avons rencontré Monsieur Fessal Loumi, docteur Fessal Loumi, il est gériatre nutritionniste. Alors, il nous donne des informations essentielles concernant le lien entre le Ramadan et le diabète. Allez, on l'écoute. Le risque de jeûne pour un diabétique, c'est regroupé en gros en 4 ou 5 risques. Le premier risque, c'est l'hypoglycémie, principalement s'il prend encore ses médicaments. Le deuxième risque, c'est l'hyperglycémie, principalement les hyperglycémies postprandiales, ça veut dire quand il mange au coucher du soleil, généralement, il ne boit pas que de l'eau, généralement, souvent, c'est des aliments qui sont riches, hypercaloriques. Le troisième risque, c'est surtout les comas acidocétosiques et le coma hyperosmolaire. C'est très connu pour les diabétiques, surtout principalement dans l'éducation thérapeutique, on les informe de ces risques-là. Et le dernier risque qui est un peu commun, c'est la déshydratation. En sachant, pour répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on a des longues journées avec des conditions climatiques qui ne sont pas forcément favorables pour le jeûne. Quel conseil donner pour un diabétique qui veut à tout prix accomplir le jeûne ou le ramadan? Le premier conseil, c'est qu'il doit travailler obligatoirement avec son médecin traitant ou son diabétologue. Il faut l'informer, il faut qu'il suive ses conseils. La deuxième chose, c'est qu'il doit être très rigoureux dans la surveillance de sa glycémie. Il faut très bien connaître les signes de tout ce qui est complications, ce que j'ai cité tout à l'heure, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, la déshydratation, principalement. Après, le dernier conseil, si je veux dire, c'est qu'il doit faire beaucoup attention à ce qu'il mange. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il mange beaucoup parce que malheureusement, on mange beaucoup de zlabia, des gâteaux très sucrés. Et ça, ce qu'on appelle des aliments à index glycémique très élevé. Alors du coup, ça va faire monter très haut et très vite la glycémie. Et
pour la faire descendre, ça prend un tout petit peu plus de temps. Et mon dernier conseil pour les diabétiques, c'est que les personnes qui sont sous insuline, évitez de faire le ramadan, c'est une dérogation qui existe dans la religion. Pour les gens qui ont des antidiabétiques oraux, c'est à faire ça, à le faire avec l'autorisation du médecin. Voilà. Merci beaucoup à Dr Faisal Loumi pour toutes ces informations très, très importantes. Alors, merci à vous, Alexandra Ression, mais je vais vous donner la parole quand même. On n'a pas mentionné un mot très important, à savoir qu'il faut boire de l'eau. C'est la seule boisson indispensable et la moins chère. Exactement, tout simplement. Hein. L'eau, la simplicité. Alors, je vous propose à vous, chers téléspectateurs, de lire le livre « L'assiette anti-diabète » aux éditions Hachette Cuisine. Donc, nous avons la co-autrice ici parmi nous. Nous avons aussi « La nutrition en islam » édition Maison des Nours. Nous remercions bien sûr la Fédération des diabétiques. Nous remercions bien sûr encore une fois Dr Aounto, voilà. Docteur Marie, voilà. C'est mieux, c'est plus simple. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à aller sur le site www.mangerbouger.fr. Vous allez trouver le maximum d'informations, toutes les informations que vous recherchez. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ici sur Télésud pour ce nouveau numéro. C'est votre émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci.